Absolument. Voici la traduction du texte en français, La bataille de Vienne, 1683. Dans l'été de 1683, les cloches de Vienne ne sonnaient ni la messe, ni un couronnement. Elles sonnaient l'alarme, car le cœur du Saint-Empire romain germanique était sur le point d'être dévoré par la puissance la plus crainte de son temps, l'Empire ottoman. Pendant plus de 2 siècles, les sultans avaient étendu leur domaine de l'Anatolie à l'Afrique du Nord et aux Balkans, repoussant leurs frontières de plus en plus vers le centre du continent. Dans l'esprit de nombreux Européens, Istanbul n'était plus seulement une capitale orientale, mais une ombre qui s'allongeait sur toute la chrétienté. Le responsable de cette nouvelle offensive était Kara Mustafa Pacha, le grand vizir du sultan Mehmed IV. Ambitieux et orgueilleux, il rêvait de prendre Vienne sans la détruire, d'en faire un joyau intact au sein de l'Empire. Cette décision, en apparence élégante, scellerait son destin. Contrairement à Soliman le Magnifique, qui échoua en 1529 à cause des pluies et du froid, Kara Mustafa était convaincu que l'Europe du XVIIe siècle était trop divisée pour résister. Il avait des raisons de le croire. Les royaumes chrétiens se disputaient les territoires et les religions. La France regardait l'empereur des Habsbourg avec méfiance, et la Pologne était épuisée après des années de guerre. L'armée ottomane marcha depuis les Balkans, avec une force qui, selon les chroniques contemporaines, dépassait les 300 000 hommes, janissaires, spahis, artilleurs, ingénieurs, infanterie irrégulière et contingents alliés de Tatars de Crimée. Les chiffres exacts sont toujours débattus. Certains historiens modernes les réduisent à environ 120 000, mais personne ne doute de l'ampleur de cette expédition. C'était l'une des plus grandes expéditions militaires vues en Europe depuis l'époque de Rome. Pendant ce temps, à Vienne, la population atteignait à peine 15 000 habitants, défendus par environ 11 000 soldats sous le commandement du comte Ernst Rüdiger von Starhemberg. Lorsque les Ottomans campèrent aux abords en juillet, la ville fut complètement isolée. Les drapeaux au croissant de lune se multiplièrent jusqu'à se perdre à l'horizon, et le rugissement des canons commença à marteler les murailles jour et nuit. Le siège ne fut ni immédiat ni chaotique. Les Ottomans étaient maîtres de la guerre de siège. Ils creusèrent des tranchées en zigzag, ouvrirent des mines sous les bastions et placèrent des charges de poudre qui, en explosant, faisaient trembler le sol entier. Chaque mètre gagné vers la muraille coûtait du sang, mais l'avance était constante. À l'intérieur de la ville, la faim et les maladies commençaient à faire plus de dégâts que les balles. À ce point, le destin de Vienne, et probablement celui de toute l'Europe centrale, ne tenait qu'à un fil. L'empereur Léopold Ier s'était enfui à Linz avec sa cour, laissant son peuple à la merci de l'ennemi. Les princes allemands se méfiaient les uns des autres, et le pape Innocent XI observait, impuissant, depuis Rome, convaincu que ce qui se jouait aux portes de Vienne n'était pas seulement une guerre politique, mais une croisade entre la croix et le croissant. Depuis Constantinople, le triomphe semblait assuré. Les lettres que Kara Mustafa envoyait au sultan promettaient une victoire imminente, et certaines rumeurs issues d'espions vénitiens de l'époque affirment que des artisans avaient déjà été envoyés pour préparer la future administration de la ville conquise. Bien que cette version n'ait pas de confirmation documentaire directe, elle témoigne de la confiance absolue du vizir dans son entreprise. Mais l'histoire a ses ironies. Tandis que les Ottomans creusaient sous les murs de Vienne, dans le nord de l'Europe, un roi polonais priait. Jan III Sobieski, vétéran d'innombrables batailles, avait reçu la demande désespérée du pape et de l'empereur. Et bien que son pays fût divisé et pauvre, il comprit que si Vienne tombait, le prochain objectif serait Cracovie. Au début d'août 1683, Sobieski rassembla ses troupes, environ 27 000 hommes, y compris ses légendaires hussards ailés, et entreprit une marche qui changerait le cours de l'histoire. Pendant ce temps, à l'intérieur des murailles viennoises, les défenseurs épuisés attendaient un miracle, et ce miracle avait déjà commencé à chevaucher. Lorsque la nouvelle du siège parvint au nord, l'Europe entière retint son souffle. L'Empire ottoman n'était pas une
Menace lointaine, c'était une armée réelle retranchée devant Vienne. Si la ville tombait, le Danube s'ouvrirait comme un chemin direct vers l'Allemagne et l'Italie. Rome serait la suivante. Le pape Innocent XI, conscient de cela, impulsa la création de la Sainte Ligue, une coalition catholique disposée à arrêter les Turcs. S'y unirent le Saint-Empire, la Bavière, la Saxe, la Franconie et surtout la Pologne. Le roi Jan III Sobieski, vétéran d'innombrables batailles, fut celui qui répondit avec le plus de détermination. La Pologne était épuisée après des années de guerre et son parlement refusait de financer une campagne en dehors du pays. Sobieski n'attendit pas son approbation. Il hypothéqua ses propres terres et promit à ses soldats que l'or impérial compenserait le sacrifice. Sa détermination personnelle scella le destin de la coalition. En août 1683, il partit de Cracovie à la tête d'environ 27 000 hommes, dont 3 000 hussards ailés, la cavalerie la plus crainte d'Europe. Leur célébrité tenait autant à leur force qu'à leur impact psychologique. Les grandes ailes, avec leurs plumes arquées, produisaient un bourdonnement au galop qui, selon les chroniques ottomanes, faisait trembler l'air. Certains récits tardifs, sans soutien documentaire ferme, affirment que ce son effrayait les chevaux ennemis. Mythe ou non, la vision de ces figures chargeant suffisait à briser le courage de n'importe quel soldat. Pendant que les Polonais descendaient vers le sud, le duc Charles de Lorraine rassemblait les forces impériales. À la fin de l'été, près de 80 000 hommes composaient l'Alliance chrétienne. Ce n'était pas une armée uniforme. Ils parlaient différentes langues et servaient différentes couronnes, mais ils étaient unis par une même cause. La stratégie fut audacieuse, avancée par la forêt de Vienne, évitant les routes ouvertes contrôlées par les Ottomans. À travers des sentiers escarpés et humides, les colonnes se déplacèrent en silence, traînant canons et provisions. Les nuits étaient passées sans feu, sous l'ordre de ne pas révéler leur position. En arrivant au mont Kahlenberg, les Alliés aperçurent le camp turc étendu comme une ville de tentes et d'étendards. De là, les éclaireurs voyaient la fumée qui enveloppait Vienne. À l'intérieur, le comte Starhemberg résistait avec à peine quelques milliers d'hommes. La faim et la dysenterie faisaient des ravages. Les chevaux étaient sacrifiés pour se nourrir, et la population civile agonisait entre les ruines et la peur. À ce moment, apparut une figure que l'histoire a mêlée à la légende, Jerzy Kulczycki, un marchand polonais qui, déguisé en turc, aurait traversé les lignes ottomanes pour avertir Sobieski de l'état critique de la ville. Bien que son exploit manque de preuves solides, des documents viennois confirment qu'il servit de guide et d'interprète aux Polonais. Avec le temps, son nom fut lié à la fondation du premier café de Vienne, utilisant les sacs de café laissés par l'ennemi. Une tradition plus symbolique que vérifiée, mais répétée par des générations. Pendant ce temps, Kara Mustafa Pacha restait convaincu que l'ennemi était faible et désorganisé. Ces informateurs avaient minimisé l'ampleur de l'armée chrétienne. Les mines sous les murs continuaient, les canons ne cessaient pas et la confiance du vizir grandissait. Il n'imaginait pas que, derrière la forêt, une tempête d'acier et de foi se préparait à s'abattre sur son camp. À l'aube du 11 septembre, les collines du Kahlenberg se remplirent d'étendards. La croix papale, l'aigle impérial et la couronne polonaise flottaient ensemble. Sobieski, monté sur son cheval blanc, pria avec ses hommes et prononça une seule phrase qui fut enregistrée dans une lettre postérieure. « Nous venons sauver Vienne et frapper l'ennemi de la foi. » Face à eux, dans la vallée, les Ottomans croyaient encore avoir la victoire assurée. Mais l'aube apportait avec elle quelque chose qui n'était pas dans leur plan, le commencement de leur ruine. L'aube du 12 septembre 1683 fut claire et sèche. Depuis les collines du Kahlenberg, le roi Jan III Sobieski observait le camp ottoman étendu devant lui. Plus de 100 000 hommes, des dizaines de canons et un labyrinthe de tentes formaient une ville entière. C'était l'armée la plus puissante du monde islamique, commandée par le grand vizir Kara Mustafa Pacha, qui comptait encore écraser Vienne ce même jour. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans les montagnes qui entouraient son arrière-garde, l'armée chrétienne se préparait à attaquer,
À 8 heures du matin commença l'avance alliée. Sur le flanc gauche, les Autrichiens et les Bavarois descendirent les pentes, affrontant les détachements turcs. Au centre, les impériaux du duc Charles de Lorraine ouvrirent le feu avec l'artillerie, tandis que les Saxons et les Franconiens repoussaient ligne après ligne les tranchées ottomanes. Ce fut un combat chaotique. Fumée, tambours, cris et tirs emplissaient la vallée. Les troupes de Mustapha répondirent avec discipline, mais leurs forces étaient divisées entre le front de bataille et le siège des murailles. Pour la première fois en 2 mois, les Ottomans n'attaquaient plus, ils défendaient. À l'intérieur de Vienne, les défenseurs entendirent les canons au loin et comprirent qu'ils n'étaient pas seuls. Starhemberg ordonna d'ouvrir les portes et lança une sortie pour faire pression de l'intérieur. À cet instant, l'armée ottomane se retrouva prise entre 2 fronts, la ville et la coalition qui descendait de la forêt. C'était le début de la fin. En milieu d'après-midi, les lignes chrétiennes avaient avancé de plusieurs kilomètres. Le terrain irrégulier, couvert de poussière et de fumée, compliquait les manœuvres. Sobieski, qui observait depuis une élévation, attendit le moment précis. Il savait qu'une charge prématurée serait un suicide, mais qu'une charge tardive perdrait l'effet de surprise. Lorsque les canons ennemis commencèrent à se replier et que les janissaires montrèrent des signes de confusion, le roi donna l'ordre. À 6 heures du soir, le corps polonais résonna. Des hauteurs du Kahlenberg descendirent 18 000 cavaliers, dans ce que de nombreux historiens considèrent comme la plus grande charge de cavalerie de l'histoire. En tête se trouvaient les hussards ailés, suivis par les cuirassiers autrichiens et la cavalerie allemande. Le sol trembla, les lances brillaient sous le soleil couchant. Les témoins décrivirent le son comme un tonnerre qui descendait des montagnes. L'impact fut dévastateur. Les lignes ottomanes, étendues et épuisées, s'effondrèrent. Les chevaux polonais firent irruption au milieu des tentes et des canons, ouvrant la voie aux autres unités. La confusion se transforma en panique. Les tambours cessèrent de sonner, les étendards tombèrent, et Kara Mustafa lui-même parvint à peine à fuir au milieu du chaos. En l'espace de quelques heures, une armée qui avait assiégé Vienne pendant 2 mois s'effondra sous le coup d'une seule charge. Lorsque la nuit tomba, le drapeau polonais flottait sur le camp ottoman. Sobieski entra dans la ville, sous les acclamations. Selon une lettre qu'il écrivit plus tard au pape, il s'exclama « Veni, vidi, Deus vicit » Je suis venu, j'ai vu, Dieu a vaincu. Les pertes ottomanes furent énormes, entre 15 000 et 20 000 hommes, contre environ 3 000 pertes alliées. Les chiffres varient selon les sources, mais le déséquilibre fut évident. Vienne était sauvée. Le grand vizir fut exécuté quelques Ptintaichesam. Semaines plus tard, à Belgrade, étranglé avec une corde de soie, le châtiment réservé aux hauts dignitaires du sultan. L'échec marqua le début du déclin de l'Empire ottoman, qui ne menaça plus sérieusement le cœur de l'Europe. Pour les Européens, en revanche, la victoire devint un symbole de foi et d'unité. Le mythe des hussards ailés traversant les cieux de Vienne resta gravé dans la mémoire collective. En termes historiques, la bataille de Vienne ne détruisit pas l'Empire ottoman, mais elle stoppa son expansion pour toujours. Ce fut le point où la frontière entre l'Orient et l'Occident se figea pour des siècles. Certaines rumeurs populaires nées dans les cafés viennois du XVIIe siècle assuraient que l'arôme du café abandonné par les Turcs était le parfum de la victoire. Bien que cela manque de base documentaire, cette image poétique est devenue inséparable du souvenir de 1683, le jour où le rugissement des hussards changea le destin d'un continent. Si cette histoire sur la bataille de Vienne vous a fait réfléchir à la façon dont une seule journée peut changer le cours de l'histoire, abonnez-vous à Imperium Total pour continuer à explorer les grandes guerres, les empires et les décisions qui ont façonné notre monde. Laissez-nous votre commentaire. Pensez-vous que la victoire de Vienne fut une question de foi, de stratégie ou de destin ?